Bonjour. Donc, ce matin, enfin dans cette grande matinée, on va continuer donc nos journées, les mystères, et on va aborder une thématique qui est celle de nourrir la planète. C'est après nos préoccupations propres de chacun, notre alimentation, notre santé. S'intéresser maintenant au monde, l'ensemble du monde. Et on va avoir deux tables rondes. Donc une première table ronde qui va parler des ressources et des ressources halieutiques, puisque ici au bord de la mer, c'est des ressources qui nous concernent directement. Et puis une deuxième table ronde à 11 heures où on parlera de façon plus générale comment la planète peut se nourrir dans les prochaines décennies, avec l'augmentation démographique et les problèmes, les différentes questions et crises pétrolières et autres qui nous préoccupent. Donc voilà, ce matin on a deux intervenants, donc Jacques Saki, donc, qui est chercheur à l'Ifremer. Donc on commencera par lui, il nous fera un panorama sur la ressource halieutique. Et on a Christian Decussy, qui est le président du comité local des pêches et l'élevage du Var. Et donc il nous parlera de la façon dont les ressources sont gérées au niveau local, les ressources et la pêche est gérée au niveau local. Et puis bien évidemment, il y aura une large place pour débattre avec vous. Voilà. Donc je commence par donner la parole à Monsieur Saki. Messieurs, dames, bonjour. Donc, je m'appelle Jacques Saki, je suis donc chercheur à l'Ifremer au département halieutique Méditerranée tropicale en poste à 7. Je remercie la mairie de Saint-Tropez pour avoir organisé un peu plus loin, là, oui, c'est assez près. Oui, je remercie donc d'abord d'être venus aussi nombreux, ce qui prouve que les gens sont intéressés par une question quand même majeure qui est le rôle que doit jouer les ressources ou que peuvent jouer les ressources halieutiques dans l'alimentation. Et je remercie également la mairie de Saint-Tropez d'avoir organisé cet symposium sur ce sujet-là. Donc je voudrais commencer en vous présentant un petit peu la situation. Il faut appuyer là, c'est ça ? Et le premier PowerPoint ? Oui, donc en fait le problème est que pendant longtemps la pêche était considérée comme une source essentiellement vivrière, et elle l'est encore pour certains pays, mais elle est devenue objet disons maintenant, de marché, disons, ça fait partie d'une industrie dont qui s'est un peu éloigné un petit peu des préoccupations premières. Je ne vais pas démarrer. On a toujours un petit délai. Un petit délai. Bien. Bon, que dire en attendant ? Effectivement, c'est qu'en fait, à l'heure actuelle, on a un ensemble autour de la planète d'exploitation de différents niveaux, des exploitations de petites pêches littorales, vivrières, et on va jusqu'à des systèmes beaucoup plus sophistiqués de pêche industrielle, mettant en jeu des capitaux et des flottilles ensemble. D'autre part, on peut considérer qu'en termes de production, on a globalement des productions de proximité que vous vivez, notamment à Saint-Tropez, avec les apports qu'apportent vos pêcheurs. Et puis quelque chose de beaucoup plus important, qui est la nécessité d'une production de masse. Et cette production de masse, un peu à l'instar un peu de ce qui est l'agriculture, est nécessaire a été jusqu'à présent indispensable, nécessaire pour nourrir la planète. Je relance. La pêche française, quelle est sa place au niveau par rapport à la pêche mondiale ? La pêche, alors je suis un peu généralement fâché un peu avec les chiffres, parce que l'évaluation d'une activité comme celle-là
est très difficile parce qu'en fait, on peut situer ça par rapport aux éléments de production. Je vais parler, et dans la mesure, ces éléments de production s'intègrent en fait dans un ensemble disons, actuellement, qui est par exemple au sein de l'Union européenne, la pêche française est quelque chose de très faible. Si on doit représenter par exemple, je préférerais plutôt vous donner un chiffre comme ce qu'elle représente au niveau du produit intérieur brut. Elle ne représente à peine que 0,3% du produit intérieur brut. Comme disait d'ailleurs le président de QGIS, ça ne représente ni plus ni moins que le marché de la tomate en France. Donc pour vous situer un petit peu. Et c'est quelque chose de significatif. Actuellement, la production européenne devrait représenter dans son ensemble à peu près, pour la Méditerranée par exemple, la production ne représente à peine que 6% de ce qu'est la production européenne. Disons qu'à l'heure actuelle, il y a un désengagement de plus en plus fort des pays industrialisés au niveau de la production. Là, on pourra regarder quelques diapos tout à l'heure là-dessus. Non, c'est pas... Et encore une autre question. Entre la pêche méditerranéenne et la pêche, je dirais, atlantique, peut-être juste pour la pêche côtière, comment les deux se positionnent? Alors, la pêche méditerranéenne, si vous voulez, représente grosso modo environ 100 000 tonnes de production. La difficulté que l'on a souvent dans les évaluations, c'est que l'essentiel des évaluations que l'on a sont basées sur les débarquements encriers. Or, l'essentiel de la pêche méditerranéenne est le fait de petits navires. Disons qu'on a à peu près 70 à 80% de la flottille méditerranéenne est composée de navires de moins de 12 mètres. Mais 20% qui sont composés notamment de chalutiers et de tonniers-seineurs, les 20% produisent les 80% de la production. C'est ce qui différencie fortement de l'activité de la pêcherie atlantique, où on a d'abord parce que les ressources sont beaucoup plus abondantes compte tenu, disons, des configurations physio-géographiques, et d'autre part par l'ensemble des flottilles qui s'exercent. Je crois que je vais pouvoir... Donc je vais aborder un petit peu cet exposé. J'essaierai d'être assez bref pour laisser ouvert aux questions en 4 points. Je vais vous faire un état de l'exploitation des ressources halieutiques mondiales. On va parler un petit peu je vais vous exposer comment se gèrent les pêches, quels sont les outils dont on dispose à l'heure actuelle pour cette gestion. Évidemment, on voit bien qu'on a des limites, et je vous dirai un petit peu lesquelles. Puis par là, je vous montrerai qu'actuellement, la pêche doit faire face à de nouveaux enjeux et à de nouvelles contraintes qui sont l'évolution globale du monde. Bon. Et en fait, je propose d'ouvrir la discussion par un peu une réflexion sur les stratégies pour une pêche durable. L'état actuellement des ressources mondiales montre que 3/5 des stocks sont pleinement exploités. Alors, quand on dit pleinement exploité, c'est-à-dire qu'en fait, un stock quand on parle d'un stock, on dit là, vous voyez très bien qu'il y a des géniteurs. Ces géniteurs produisent des juvéniles. Ces juvéniles vont croître et en fonction de leur âge, ils subissent des mortalités, d'abord qui sont des mortalités naturelles très élevées, et puis après, donc,
donc, bien sûr, il y a le prélèvement qui s'effectue. Donc, en principe, pour schématiser, on ne devrait pas prélever plus que ce que les géniteurs produisent. Donc, en temps d'une situation de pleinement exploitation, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, on prélève la totalité de ce qui est produit en chaque année. Un quart des stocks sont complètement surexploités. Et on considère, et de plus en plus ça se réduit, 1/5 des stocks sont modérément exploités. Ce qui est surtout d'important dans cette affaire, c'est qu'en fait, nous n'avons pas connaissance, nous n'avons simplement connaissance que de ce qui est officiellement prélevé. Et dans le petit graphique que vous avez sur la partie droite, vous voyez avec à peu près dans le marron, les deux couleurs marron, la quantité de poissons qui sont prélevés dans le stock et qui est composé d'une part de rejet de la pêche et d'autre part de pêche illégale. Et ces éléments, finalement, faussent un petit peu cette évaluation. Et évidemment, tout ceci dépend un petit peu du niveau d'exploitation et du type d'activité qui se produit. Alors, donc, c'est le problème qui se pose. Dans les problèmes d'évaluation, c'est d'abord là où on pêche. J'ai mis pour exemple un petit chiffre en bas qui vous donne le niveau actuellement, officiellement, des débarquements. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, dans ces débarquements, une grande proportion vient vous voyez donc grande proportion de grands pélagiques, dans les pêcheries tonnières, vous voyez donc en bleu, qu'actuellement des pays qui ne donnaient pas leur information font apparaître des captures importantes, et je pense à la Chine notamment. Et effectivement, donc un des autres problèmes importants, et actuellement, c'est surtout le gaspillage, c'est donc ces rejets, ces quantités de rejets. Donc vous avez des pêcheries très, très productrices de rejets, comme sont les pêcheries crevettières. Alors, pour répondre à la question qui a été donnée tout à l'heure, donc elle estime qu'il y a environ 100 000 navires, dont 45% appartiennent à l'Union européenne. Et que 90% de ces navires sont moins de 12 mètres. Donc vous avez un type de navire typique méditerranéen. La production, on l'estime à une production, donc la production déparée, en fait, ne représente à peine que 1% de la production mondiale. L'Union européenne, actuellement, fournit ses 60%. Et actuellement, on constate globalement qu'on a une tendance depuis une quinzaine d'années d'une réduction de 25% des apports. Alors, ceci est un signe qui est, à mon avis, une conjoncture de deux choses. D'une part, la diminution des producteurs, et d'autre part, un peu un appauvrissement général des ressources. La difficulté, vous le comprenez bien, dans les pêcheries artisanales, c'est qu'en fait, le système, notamment de vente directe, il n'y a pas partout des criers. Donc, on n'a pas forcément un enregistrement. Donc, on établit pratiquement nos diagnostics que sur des estimations, éventuellement sur des cas d'études sur certains pays, dans des programmes de recherche là-dessus. La situation des stocks, eh bien, globalement, également en Méditerranée, une tendance à la surexploitation de l'ensemble des stocks. Jusqu'à présent, les petits pélagiques, c'est-à-dire les sardines et les anchois, étaient considérés comme, protégés. Or, les derniers diagnostics produits par la Commission générale des pêches en Méditerranée montrent qu'également, dans certaines régions, nous avons un nombre de problèmes, une surexploitation notamment de l'anchois, une surexploitation des juvéniles. L'autre trait important, c'est que la plupart et beaucoup de pêcheries démersales sont basées sur l'exploitation des juvéniles. On dit qu'il y a en Méditerranée une tradition de consommer du petit poisson, et disons que ça s'est accru
et qu'on ne se contente pas de consommer des petits poissons, c'est-à-dire des espèces de petite taille, mais on se contente aussi de consommer des juvéniles. C'est-à-dire des poissons qui n'ont pas atteint l'âge adulte, voilà. Et qui ne sont pas donc, en mesure de reproduire exemple, le stock. Tout à fait. Donc vous avez par exemple le graphique vous montrant un petit peu l'état des débarquements du merlu en Méditerranée, qui est quand même l'espèce peut-être la plus exploitée en Méditerranée. Vous voyez que la plupart vous avez là le trait rouge qui vous donne l'âge de première maturité sexuelle. Vous voyez que la plupart des débarquements se font avant que l'animal se reproduise. Un exemple des étals que vous pouvez rencontrer au pourtour méditerranéen, vous voyez que la plupart des poissons sont vraiment de petite taille. Principalement, donc ça c'est des photos prises à l'étal du marché de Sète. Vous avez des petites dorades, des petits rougets, des petits merlus et des petites baudroies. C'est une situation, il faut savoir que c'est une situation générale tout autour de la Méditerranée. Le cas du thon rouge, qui est effectivement le cas actuellement le plus médiatisé, mais effectivement qui pose d'énormes problèmes. Donc sa production globalement estimée, parce qu'effectivement là c'est pareil, nous on a un gros souci sur la connaissance des captures, réelles des captures. Un effort a été mis en place pour en apprécier, parce qu'effectivement il y a eu de très gros soucis. Sa production est de l'ordre de 50 000 tonnes par an. La majorité des captures proviennent de Méditerranée, des seineurs méditerranéens. Il faut savoir que la France, l'Italie et l'Espagne produisent ces 50% de la production mondiale. Mais l'essentiel de cette production, c'est un trait caractéristique, mais que l'on va retrouver sur beaucoup de stocks d'intérêt mondial. La plupart de ces produits vont vers l'exportation, dont notamment 75% pour le marché asiatique. Vous avez donc en image un petit peu les procédés utilisés par les seineurs méditerranéens. Le poisson est capturé par un coup de seine et transféré dans des cages. Ces cages sont remorquées à terre pour être après mis en embouche, c'est-à-dire en fermage, donc en engraissement. Soit les dernières tendances qui étaient apparues, c'était de prendre des juvéniles pour les engraisser. En toute logique, dans nos diagnostics, nous devrions prendre en compte ces captures. Les déclarations à l'heure actuelle des producteurs sont absentes, et on a ce qui pose de gros problèmes sur l'élévation du diagnostic. Nous avons là donc en fait un problème qui est basé sur deux choses. D'une part, des captures excessives de juvéniles, c'est-à-dire qu'en fait un thon ne commence à se reproduire qu'à partir environ de 30 kg, donc à peu près à 3 ans. Et de grosses captures d'adultes. Alors, c'est supérieur au TAC, c'est-à-dire aux captures admissibles définies par l'ICCAT, dont nous verrons ça tout à l'heure, les organismes qui sont chargés de ce contrôle. Donc, un constat rapide démontre que nous avons une surexploitation, à la fois une surexploitation, c'est-à-dire que donc on dépasse le prélèvement que cette espèce devrait permettre, et surtout une surcapacité de la flottille, c'est-à-dire qu'on dispose d'une flottille plus importante qu'il n'est nécessaire. C'est-à-dire que cette flottille, effectivement, fait appel à des investissements très importants. Ces surinvestissements dans ces flottilles, et même dans les moyens qui ont été donnés, sont supérieurs
à la rentabilité qu'il pourrait espérer dans la capture. Donc on se retrouve devant un danger très important, c'est que si, et actuellement d'ailleurs, nous le connaissons déjà sur la Méditerranée et en France, beaucoup d'armateurs sont en difficulté. Donc la seule façon pour eux de pouvoir pallier à cette difficulté serait de pêcher plus. Or le problème, c'est que le thon étant essentiellement lié au marché asiatique et en particulier au marché japonais, est forcément lié à l'économie de ces pays-là. Actuellement, compte tenu de la crise mondiale, il y a moins d'achats de thon, donc on se retrouve avec une situation où il n'est plus tout à fait rentable de pêcher, de pêcher du thon dans les conditions données. Donc on se retrouve soit avec un risque de capture plus importante, soit avoir globalement un effondrement, disons, du système dans son ensemble. Donc il était devenu urgent, d'abord en tant que biologiste, disons, d'adopter des mesures très strictes. Du coup, l'ICCAT, lors de cette dernière réunion, a défini un quota, une réduction de ces quotas. Ces quotas sont d'environ 3000 tonnes pour la France. Et est évident, on voit très bien que les 35 navires actuellement, les 35 navires qui existent, alors je vais aller donc un peu plus vite. Ce qui est important actuellement, c'est de savoir quel est le problème. Est-ce que le thon disparaît ou ne disparaît pas? On doit lier ceci au fait qu'il y a des grandes fluctuations. Je crois que sur la question, on pourra revenir là-dessus. Les pêcheries françaises de Méditerranée, donc voilà ce qu'elles représentent, 35 000 tonnes, avec ce qui représente environ 6% de la production française, et moins de 7%. On voit qu'effectivement, la France en Méditerranée est le pays qui produit le moins. Vous avez une présentation un petit peu de la situation sur la Méditerranée, où on voit bien qu'elle est très liée à la présence d'un plateau continental, donc, qui est celui lié au golfe du Lion. Un souci important de l'espace démersal, c'est le problème du merlu. Actuellement, l'essentiel de cette production est exploité par trois flottilles, les chalutiers français et espagnols, et les palangriers espagnols et les filières français. Donc, la gestion de cette ressource est forcément liée à la connaissance des débarquements de ces espèces. Sachant que la plupart de ces espèces, la plupart de ces captures portent sur des différentes classes d'âge. Les chalutiers ont tendance à capturer beaucoup plus de juvéniles, tandis que les palangriers capturent un peu plus de géniteurs. Donc actuellement, nous nous trouvons également devant un risque de surexploitation plutôt lié au recrutement, c'est-à-dire aux captures de juvéniles, dans la mesure où l'activité actuellement sur les géniteurs est protégée, dans la mesure où il n'y a pas beaucoup de pêcherie qui s'effectue sur ce secteur. Donc une intensification de l'activité de pêche sur ces zones-là arriverait à provoquer un effondrement de cette espèce. Je vais peut-être on passe ça, parce que là, si on n'aura plus le temps, on va. Donc, je vais passer la parole à Monsieur Decoussy pour nous présenter les aspects donc, de la pêche et de la façon dont c'est géré par le comité local. Et puis on reviendra peut-être au moment des questions sur les outils et puis les propositions de gestion, parce que je pense que ça va venir de la salle. Sinon, notre temps de discussion va être très court. Je vous remercie. Bon, eh bien, bonjour à tous, et en particulier à mes amis pêcheurs tropéziens. Donc, si on peut envoyer le deuxième PowerPoint. Vous pouvez envoyer le deuxième PowerPoint, s'il vous plaît. Donc, je suis Christian Decugis, je suis pêcheur professionnel à Saint-Raphaël.
Je suis aussi président du comité local des pêches et élevages marins du Var. Et donc je vais vous expliquer un petit peu la gestion de la ressource sur le littoral varois. Donc je voudrais juste dire en préambule que la pêche varoise n'a jamais eu pour ambition ni de nourrir la planète, ni même le département, mais que c'est une activité qui est ancestrale et très attachée dans les us et coutumes locales. Donc ça, c'est mon bateau. Si certains vont en mer au large de Saint-Tropez, ils m'auront sûrement rencontré. Donc la pêche dans le Var. Alors, bien entendu, une petite pêche artisanale avec plus de 400 km de côte, une côte très découpée. Une particularité, un tout petit plateau continental, c'est-à-dire que les fonds les fonds exploitables par les pêcheurs sont très peu étendus et très près des côtes. À titre d'exemple, devant la pointe de Bretagne, pour trouver 500 mètres de fond, il faut faire 500 km. Devant chez nous et devant Saint-Tropez, on fait 5 km et on a déjà 500 mètres de fond. Donc nous sommes environ 270 pêcheurs et une flottille qui est pratiquement à 100% des unités de moins de 12 mètres, puisqu'il y a un seul bateau qui fait plus de 12 mètres et il fait 12 mètres 03. Mais aussi un contexte qui est une particularité, c'est que avec les pêcheurs professionnels, vous avez sur les mêmes lieux, vous avez 15 000 bateaux de pêche de plaisance. Quand je dis bateaux de pêche de plaisance, je ne compte pas les voiliers, je ne compte pas les yachts et tout ça, c'est vraiment des bateaux qui pêchent. Donc vous avez des gens qui pêchent 1 kilo de poisson pour faire la soupe de girelle le soir, mais vous avez des gens qui sont en mer aussi souvent que les pêcheurs professionnels et qui ramènent des quantités qui peuvent être impressionnantes. Donc vous avez aussi tout ce trafic, et ce n'est pas aux Tropéziens que je parlerai du trafic de yachts entre Cannes, Monaco et Pampelonne. 10 millions de touristes, le département français le plus visité. Donc un avantage parce que 10 millions de touristes, ça fait pas mal de clients potentiels à la belle saison. Mais ça pose aussi beaucoup de problèmes liés à cette concentration sur le rivage. Il y a aussi les clubs de plongée, 80 clubs de plongée dans le département, plus de 100 000 plongées par an, et c'est un chiffre qui est réellement sous-estimé. Et ces clubs de plongée sont souvent sur les mêmes sites que les pêcheurs professionnels. Donc il faut arriver à trouver un équilibre entre toutes ces activités sur l'espace. Donc c'est un partage de l'espace. Alors la gestion des pêches en Méditerranée, elle est assez originale, je dirais, puisqu'elle est gérée depuis très très longtemps par les prud'hommies de pêche. Alors la première qui a été appelée comme ça et qui a été créée, elle a été à Marseille en 1453 et suivie peu après par celle de Saint-Tropez, je crois, et Toulon. Et celle de Saint-Raphaël a été créée en 1811. Donc les origines de la prud'homie, ben, voilà, je vous l'ai dit, elles sont issues des communautés des métiers du Moyen-Âge. Elles ont été abolies par la Révolution qui a supprimé toutes ces corporations, mais elles ont vite été rétablies devant l'impossibilité de gérer d'une manière verticale, c'est-à-dire autre que par les pêcheurs eux-mêmes, cette activité. Alors la prud'homie, donc, c'est une communauté de pêcheurs qui élit ses représentants, donc ses prud'hommes, pour organiser l'activité de pêche sur un territoire. Et cette notion de territoire, elle est très importante parce que c'est peut-être la seule gestion qui est liée à un territoire. Donc les gens qui gèrent la pêche sont les gens qui travaillent sur ce territoire et qui en connaissent tous les problèmes et tous les intérêts. Donc il y a 33 prud'hommies uniquement en Méditerranée française. Cette institution n'existe ni en Espagne, ni en Italie, ni dans un autre pays. Et donc les attributions sont réglementaires. Les prud'hommies ont leur règlement de pêche qui sont toujours plus contraignants que les règlements nationaux et maintenant européens. Disciplinaires, on est des juges assermentés. Si dans les faits, on n'utilise plus beaucoup ce rôle, parce qu'en général, les pêcheurs viennent voir les prud'hommes et ça se règle à un niveau, je dirais, plus bas, sans être obligé de convoquer le tribunal de pêche.
Et est-ce que les bateaux extérieurs, les pêcheurs extérieurs, doivent suivre les mêmes règles que celles que les pêcheurs de la prud'homie s'imposent? Oui, bien entendu, c'est la base de la réglementation. Les prud'homies donc sont axées sur un territoire. Toute personne qui vient travailler dans ce territoire, qui vient de l'extérieur, doit obligatoirement se soumettre aux règles que les pêcheurs locaux se sont imposées à eux-mêmes. Le rôle de la prud'homie et des prud'hommes a un peu évolué dans le temps, parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce sont des interlocuteurs privilégiés des mairies, des conseils généraux, des parcs nationaux, des Natura 2000 en mer et de toutes ces institutions qui ont un rôle à jouer sur le littoral. Alors la production, elle est variée. En tonnes, ça fait environ 350 tonnes. Et vous avez une grande diversité d'espèces qui va du grand pélagique, de l'espadon aux oursins. Vous voyez que l'éventail est très large, bien sûr, les emblématiques rascasses, une belle soupe de poisson, mais aussi des espèces un peu plus originales comme des langoustines, du Saint-Pierre, et bien entendu les langoustes, les chapons et autres rougets, tant recherchés. Une particularité, c'est que la Méditerranée est une mer pauvre. Elle est riche en espèces, puisqu'on trouve en Méditerranée 10% des espèces mondiales, mais au niveau des quantités, c'est toujours des stocks qui sont relativement faibles, liés au fait que la Méditerranée est une mer semi-fermée, où il n'y a pas d'échange entre les eaux profondes et les eaux de surface. Mais la particularité aussi du département du Var, c'est la forte valorisation des espèces pêchées. Plus de 90% sont directement vendus sur les marchés à la population locale, ce qui permet d'avoir une forte valorisation des produits. Directement du producteur au consommateur, je crois que c'est la définition du commerce équitable. Donc avec un commerce équitable qui permet aux pêcheurs de vivre honnêtement de leur métier, avec une force de gestion à travers les prud'homies qui est dans le Var encore effective et efficace, on arrive à des conditions de pêche durable. D'autres moyens de gestion qui sont mis à la disposition des prud'homies, mis à la disposition ou imposés pour certaines, c'est ce que j'ai englobé dans les aires marines protégées dans le Var. Et donc vous avez plusieurs types de protection. Les sites Natura 2000 en mer qui se mettent en place, le sanctuaire Pélagos qui couvre complètement toute la surface, mais qui est lié aux mammifères marins. Nous avons le parc national de Port-Cros, les cantonnements de pêche, et je vous montrerai un exemple après, et aussi les zones interdites de la marine nationale, qui en fin de compte sont aussi quelque part des réserves. On va s'arrêter là, parce que sinon on n'aura pas le temps de donner des questions à la salle. Peut-être je vais poser d'abord une première question. Donc moi si je comprends bien, la ressource quand même est largement exploitée et surexploitée sur la partie côtière. Et donc comment les pêcheurs vivent ça actuellement? C'est-à-dire qu'on a une diminution du revenu monétaire, une surcapacité. Est-ce que la population de pêcheurs augmente? Est-ce qu'il y a des nouveaux pêcheurs? Est-ce qu'il y en a moins? Comment ça se passe et comment ils vivent cette diminution de la ressource? Bon, alors moi je ne parlerai pas de diminution de la ressource dans les eaux du Var. Je parlerai plutôt d'une rotation dans le temps de certaines espèces. Comme vous avez à terre des années à champignons, comme cette année par exemple, l'année prochaine vous n'aurez pas de champignons. Ça ne veut pas dire que la ressource est en diminution, parce que dans 2 ans, il y aura encore une bonne année à champignons. On a vu qu'il y a des bonnes années à langoustes, d'autres moins bonnes. Je ne vous dirai pas qu'il y a plus de poissons aujourd'hui qu'il y a 50 ans en arrière, mais n'oublions pas qu'il y a 50 ans en arrière, il y avait uniquement les pêcheurs qui avaient des prélèvements sur cette ressource. Au jour d'aujourd'hui, vous avez la plaisance, vous avez d'énormes nuisances au niveau pollution qui vient de la terre. Donc il faut remettre ça dans un contexte global. Et je ne sais pas si, en termes de revenus, il y a une diminution, parce qu'en fin de compte, les habitudes alimentaires aussi ont changé. Avant, on mangeait des bocs, des sopes et des mulets, et des sardines et tout ça. Au jour d'aujourd'hui, les consommateurs, même si c'est plus cher, mangent plutôt du rouget, de la langouste et du chapon.
S'il y a des questions dans la salle aussi. Oui, monsieur. Est-ce que les pêcheurs qui sont sur le port, par exemple c'est le cas à Saint-Raphaël, sont tenus de vendre la pêche locale ou peuvent y ajouter des poissons achetés chez des grossistes ou venant d'ailleurs? Légalement, déjà cette autorisation de vendre, comme on appelle communément au cul du bateau, c'est quelque chose de dérogataire et qui vient de très loin, puisque c'est Colbert qui avait autorisé les pêcheurs à vendre directement de cette manière. Je dirais que les pêcheurs vendent leur production. Il y a peut-être des petits malins qui essayent de contourner peut-être un petit peu le problème, mais la grande partie des pêcheurs vendent leur pêche. Oui, monsieur. Oui, on a parlé de la situation actuelle. Que dire dans le cadre du développement durable, de l'évolution? Vous pouvez répéter, on n'a pas bien entendu votre question. Donc, je demandais quelles étaient les prévisions, qu'est-ce qu'on pouvait attendre de l'évolution dans le cadre du développement durable et des nouvelles conditions climatiques, par exemple. Bien, je vais tenter de... Vous m'entendez? Je vais tenter de répondre un petit peu à cette question. Effectivement, et puis je voudrais revenir sur ce que vient de dire M. de Cugis. On se rend bien compte qu'il y a deux façades et finalement deux modes d'exploitation différents. Il y a ce mode d'exploitation que l'on connaît sur le golfe du Lion, qui est destiné à produire la majorité de notre production méditerranéenne, et une autre activité qui est beaucoup plus littorale et qui est une activité qui est raisonnée, réglementée, parce qu'elle est à plus petite échelle. La difficulté, on voit bien tout de suite qu'il y a une question d'échelle. Échelle à la fois en termes de quantité, échelle à la fois en termes d'objectifs, et forcément échelle en termes de gestion. Actuellement, la production sur le golfe du Lion, comme je le disais, elle est surexploitée. Et compte tenu des situations de cette surexploitation et des investissements qui ont eu lieu, on peut malheureusement craindre qu'il y ait une diminution de 50% de la flottille de chalutiers, par exemple, dans le golfe du Lion. On peut craindre également qu'il y ait sortie d'une dizaine de tonniers seineurs du golfe du Lion. Donc on peut imaginer ce que ça peut provoquer à la fois en termes d'emploi d'abord, mais également en termes de mise sur le marché. Quelque part, je pouvais le montrer, on sait que la plupart de notre production s'en va à l'exportation, Espagne et Italie. Cette diminution, forcément, de cette ressource va aboutir forcément à un manque de produits sur notre littoral. Et on peut craindre, on peut imaginer que certains ports, comme celui de Sète, comme celui, par exemple, en Espagne de Passares, eh bien finalement, rechange sa stratégie d'industrie, de production industrielle, pour rechercher une activité comme déployée sur le tourisme. Donc, actuellement, la tendance est est assez pessimiste si on laisse continuer faire cet effort. Si je comprends bien, pessimiste parce on exploite trop les poissons, et puis aussi sur les activités portuaires où il y a des ports qui risquent de fermer, enfin l'activité de pêche de certains ports risque de disparaître. Voilà, et par ailleurs, il faut savoir qu'on a une augmentation constante, voire exponentielle, de la consommation de poissons. Il y a une demande de plus en plus importante. Donc on se trouve dans une situation où la ressource est en danger, si on n'y fait rien, elle n'est pas complètement disparue. Il y a des secteurs effectivement beaucoup plus protégés, notamment parce que on ne touche que des espèces d'intérêt de proximité, comme Christian Descugis l'a montré pour le cas des pêcheries du Var. Mais pour les espèces qui ont un intérêt beaucoup plus international, on connaît le problème. Donc, les solutions, en fait, c'est forcément d'aboutir à une meilleure gestion de ces ressources,
Donc d'une part, le message donné par la Commission générale des pêches maritimes, en Méditerranée, est de réduire globalement la capacité, puisqu'on se trouve dans une surcapacité, de réduire également l'effort de pêche, et notamment sur les juvéniles. Monsieur le maire. Donc, on a répondu à la question. Merci, monsieur. Oui. Oui. Peut-être Est-ce qu'une partie de la pisciculture peut être remise en mer pour renouveler les poissons de mer? Ou est-ce qu'ils sont imparfaitement, pas du tout capables de pouvoir se débrouiller tout seuls? Le problème est toujours un petit peu délicat parce qu'on a attendu de l'aquaculture beaucoup de choses. C'est vrai qu'actuellement, comme je le disais au début, on se trouve devant ce dilemme, la nécessité de maintenir absolument une production de masse pour pouvoir fournir à la demande. La demande. Disons que sur les demandes locales comme ce que présentait pour le Var, on voit bien qu'il y a une demande sélective de produits. L'aquaculture à l'heure actuelle, eh bien, en fait, bien sûr, vient comme possibilité de compenser le besoin que l'on a. Sachant très bien, puisqu'on a très bien compris qu'on ne peut plus rien espérer de la pêche. Soyons bien clairs, on ne peut plus rien espérer, sauf que actuellement une amélioration de sa production pour pouvoir la maintenir le plus longtemps possible, donc de maintenir les activités existantes. Donc l'aquaculture est une possibilité. Mais avant qu'elle arrive à produire l'essentiel de la demande, il y a beaucoup de travail à faire. Actuellement, la plupart de la production aquacole vient des poissons d'eau douce. C'est surtout donc les truites, les saumons, c'est ça. Les travaux, la recherche à l'heure actuelle sur l'aquaculture se développe. On espère avoir dans quelques années une part beaucoup plus grande dans, disons, de la production aquacole dans l'alimentation en poisson. Mais on se heurte aussi quand même à un autre problème. C'est un problème d'espace, d'une part, parce que les zones où il est possible d'avoir une aquaculture, disons, rentable, sont des zones fortes pour l'instant que côtières. On essaie de s'orienter vers une aquaculture disons, en milieu fermé à terre, ou également dans des zones plus profondes, mais pour l'instant, tout ceci est à l'état de projet. Oui. Pour répondre plus précisément à la question de monsieur, je dirais que les gens qui font de l'aquaculture, qui produisent de l'aquaculture actuellement, ne sont pas des philanthropes. Ils font ça comme pour gagner de l'argent et le plus possible. Et on n'en a pas encore trouvé qui voulaient re-ensemencer la mer. D'accord. Il y a une question. Oui. Une petite question à Christian de Cugis. Donc tout à l'heure, il nous a donné les chiffres du nombre de pêcheurs dans le Var, puisqu'on va rester dans le local. J'aimerais qu'il nous dise le nombre de pêcheurs qu'il y avait il y a 50 ans et savoir si, à monsieur Saki, si la recherche a des chiffres du prélèvement de la pêche dans le Var il y a 50 ans et s'il y a une corrélation évidente entre les deux. Le nombre des pêcheurs il y a 50 ans, il faudrait demander à ton père. Parce que je venais à peine de naître. Il est bien certain qu'il y a moins de pêcheurs au jour d'aujourd'hui qu'il y a 50 ans, mais ça vient aussi, ça explique pas tout, mais les pêcheries étaient beaucoup sur les poissons bleus il y a 50 ans, avec des bateaux qui étaient moins équipés en treuil et en mécanique et qui avaient des équipages plus importants. Mais il est certain qu'il y a une baisse du nombre de bateaux, mais ça c'est à l'échelle française, voire européenne. On sait très bien qu'il y a de moins en moins de pêcheurs. Et les capacités de pêche ont augmenté sur les 20 dernières années? La capacité des bateaux de pêche a augmenté du fait de la mécanisation et des outils électroniques, mais on a quand même une diminution de la production
en termes de poids. Oui, monsieur. Oui, on a un petit peu répondu partiellement à ma question, mais je voudrais revenir dessus. À terre, on est passé du cueilleur à l'agriculteur, on est passé du chasseur à l'éleveur. Et n'avez-vous pas l'impression que sur mer, on est resté aux pêcheurs, c'est-à-dire aux chasseurs, et qu'on a du mal à faire l'évolution du pêcheur vers l'éleveur? Alors, vous avez un peu partiellement répondu, mais pouvez-vous davantage insister sur les raisons qui font qu'on a ce frein? Comme on l'a dit, il y a des problèmes d'espace. À terre, depuis toujours, il y a eu des prés, des champs, et c'était relativement facile de fermer son champ et d'élever des animaux. En mer, techniquement, c'est déjà beaucoup plus difficile. Et dans des régions, en France particulièrement, et en région PACA, où tous les mètres carrés de mer littorale sont déjà exploités et voire enviés par la plaisance, par les constructions de ports et tout ça, il est difficile de retrouver de l'espace. L'aquaculture, on arrive aussi à une problématique, c'est qu'il ne faut pas oublier que si on retransposait le mode d'élevage à terre, dans vos prés, ça ne serait pas des vaches et des moutons que vous verriez, ça serait des lions et des tigres. Puisqu'au jour d'aujourd'hui, en Europe du moins, on n'élève que des carnivores. Et donc là, on arrive à un problème, c'est qu'un carnivore, à moins que vous vouliez qu'on revienne à des cas de vaches folles et autre chose, ça mange du poisson. Donc si c'est pour élever des carnivores qu'on nourrit avec autre chose, et n'importe quoi en particulier, pour arriver à des crises alimentaires, je ne pense pas que ce soit la solution. Donc au jour d'aujourd'hui, bien que l'aquaculture s'améliore et donne un pourcentage de plus en plus faible de protéines animales venant de la mer pour faire du poisson d'élevage, on sera toujours obligé de vider d'un côté la mer pour nourrir l'autre côté. Oui, il y a une question. Oui. Ou peut-être un... Oui, parce que j'avais une question, M. Raggio. Oui, on me demandait d'abord quelle était la situation à 50 ans. Donc Christian a répondu un petit peu de la même façon. Moi, il y a 50 ans, j'étais jeune. Mais il a répondu partiellement à la question, sachant qu'autrefois, il y avait une activité, disons, de petits pélagiques et même de grands pélagiques dans ce secteur du Var. Concernant les ressources, donc effectivement, les productions à l'époque étaient beaucoup plus importantes. Mais concernant les ressources démersales, les quelques chiffres que l'on a au travers de la littérature montreraient qu'en fait, c'est assez en rendement, c'est assez constant. Il n'y a pas donc quelque part, on voit bien qu'en fait, on a une question de façade et une question de niveau d'exploitation. Et c'est vrai que ça a été la force des prud'hommies, c'est d'avoir pu gérer l'élément majeur de la production, qui est l'effort de pêche. Une régulation de l'effort de pêche a permis de maintenir les rendements. Le problème qui se pose pour le Var, évidemment les Alpes-Maritimes et ses façades, c'est surtout la diminution du nombre d'acteurs de la pêche. Ça, c'est un problème en termes de production. Alors après, en ce qui concerne les autres espèces qui étaient autrefois exploitées, c'est produit des phénomènes, un certain nombre de phénomènes que l'on commence peu à peu à mieux connaître, c'est-à-dire des changements. Ne parlons pas de changements climatiques pour pas, disons, monter le débat, mais on sait qu'on a de grandes modifications de la courantologie, de l'hydrologie autour de la zone. On a connu, il n'y a pas très longtemps de ça, dans les années 70, des productions de germons, et on a vu disparaître cette espèce. Il y avait beaucoup d'anchois. Ceci fait partie des cycles naturels de la vie. Je voudrais aussi intervenir quand même aussi pour la question de l'aquaculture. Effectivement, on connaît beaucoup actuellement de problèmes liés à l'aquaculture. Christian évoquait la difficulté de la fourniture de l'aliment pour ces poissons, d'une part, et d'autre part évoquer le fait que actuellement l'essentiel de l'aquaculture vise à la production de carnivores. Mais il est indubitable qu'il nous faut fournir du poisson, puisque cette consommation, à moins de dire aux gens arrêtez de manger du poisson,
ce qui est aussi une formule, ce qu'avait envisagé la FAO. C'est peut-être le message qu'il faut dire à tout le monde, arrêtez de manger du poisson. Mais peut-être aussi que le message serait de dire aux aquaculteurs, aux projets d'aquaculteurs, orientons-nous sur des espèces à plus grosse productivité, c'est-à-dire des herbivores, et aux scientifiques, c'est actuellement aux scientifiques, travaillons sur des systèmes d'alimentation qui permettent qui permettront d'éviter de prélever sur la ressource cette production.